L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour Daniel. Non, ne me parlez pas de Myrdan. Écoutez, moi je suis là, Oui, c'est le plus important. Je ne vais pas vous parler des missiles, je vais vous parler d'autre chose ce matin. Voilà. Vous en avez parlé dans votre revue de presse il y a quelques jours, mais une montre qui appartenait à une des victimes du Titanic a été vendue aux enchères il y a quelques jours, n'est-ce pas, il y a 2 jours, pour la modique somme de 57 500 $. Une montre de veston, on va bientôt voir l'image. Voilà. Vous verrez, elle est très impressionnante puisque on peut y voir les lettres, à la place des chiffres, on peut voir des lettres en hébreu, donc l'Aleph Bet. Elle a appartenu, et puis on voit Moshe Rabbeinu. On va voir Moshe Rabbeinu, ça va prendre dans un instant, on va la voir, et on peut voir une gravure, c'est de l'argent, et donc une gravure sur de l'argent de Moshe Rabbeinu. Voilà. C'est lui, vous êtes sûr que... Oui. Alors je vais vous raconter en fait, c'est l'histoire de cette. Il faut raconter l'histoire de cette montre. Alors cette montre appartenait à un monsieur qui s'appelait Sinai Cantor, qui avait 34 ans, qui a décidé d'émigrer aux États-Unis. Alors il faut savoir qu'entre 1881 et 1924, vous savez combien de juifs russes vont s'installer aux États-unis ? Des juifs russes, au moins plusieurs centaines de milliers. 2 millions. On a 2 millions de juifs. 2 millions. Et voilà. C'est la raison pour laquelle, entre autres, New York a tellement été modelé par le monde juif, et que certaines choses qui sont considérées comme complètement new-yorkaises ont été apportées par des juifs, comme le bagel ou le hot pastrami sandwich. On en parlera une autre fois. Avec Cathy Choukroun, voilà, devenue experte. Exactement, Daniel. Et donc, c'est l'histoire de Sinai Cantor, donc, qui se rend aux États-Unis avec sa femme Myriam qui, elle, a 10 ans de moins que lui, elle a 24 ans. Les deux ont déjà fait des études en Russie. Ils souhaitent arriver, aux États-Unis, ils continuaient leurs études. Cantor, lui, était un fourreur, un métier un peu juif, et il souhaite étudier la fourrure, exactement. C'était un fourrure, et il voulait étudier les dents. Il voulait être un dentiste, ou bien la médecine. Et sa femme aussi, elle souhaitait étudier la médecine. Ils partent d'une ville qui s'appelle Vitebsk, qui aujourd'hui fait partie de la Biélorussie. Ils arrivent à Londres, d'où le Titanic va partir. Enfin, Londres. Ils arrivent en Grande-Bretagne, d'où le Titanic va partir pour rejoindre les États-Unis, je vous le rappelle, en 1912. Et alors qu'ils montent, ils vont payer leur ticket à l'époque 26 livres sterling, ce serait l'équivalent aujourd'hui de 3 666 $. Et ils font partie des 285 passagers de deuxième classe. Alors il faut expliquer que quel était l'intérêt donc dans ces grands paquebots. On a vu tout le monde a vu le film, je pense, Titanic, avec Jack et Rose, et la particularité de Jack, ce jeune immigrant irlandais, alors que dans les étages supérieurs ce n'était que faste, dans les étages inférieurs c'était beaucoup d'immigrés qui cherchaient leur chance. Alors, savez-vous pourquoi est-ce que de nombreux d'entre eux préféraient monter sur des bateaux comme le Titanic, sur des bateaux de faste pour émigrer aux États-Unis? Pour la simple raison ils avaient raison, qu'ils avaient plus de... Non, pas du tout, c'est pas comme dans le film. Mais c'est juste que quand ce type de bateau, qui était quand même des paquebots assez impressionnants, arrivait au port à New York, les autorités étaient, on va dire, plus conciliants, disaient, ce sont des gens très riches qui arrivent, et donc on faisait moins attention aux gens qui arrivaient, tandis que si c'était un petit paquebot dans un mauvais état, à ce moment-là, on faisait plus attention aux personnes qui descendaient du navire. Et c'est la raison pour laquelle on imagine que Myriam et Sinai Cantor ont décidé de monter. Alors, cette montre, qui est quand même une montre assez chère, on va la revoir. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait apparemment des moyens, non, pour avoir une montre comme celle-là. Il était fourreur, donc à mon avis, oui, il avait certains moyens, mais surtout, ce qui est intéressant, il y a un professeur d'histoire juive à l'université de Yale qui s'appelle Jonathan
Jonathan Sarna, qui lui, il est à Brandeis, pas à Yale, excusez-moi, il a fait son doctorat à Yale, mais il enseigne à Brandeis, et il a expliqué que il se trouve que cela devait être un homme qui était très fier de son judaïsme et qui n'avait pas peur de dire à voix haute qu'il était juif, en expliquant que ce genre de montre, eh bien, quand on la sort, automatiquement on fait attention et on voit que c'était une montre juive. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour raconter l'histoire en fait de tous ces paquebots qui permettaient à ces juifs de s'installer aux États-Unis. Saviez-vous que dans nombre de ces paquebots, ainsi que dans le Titanic, on avait une cuisine cachère, on avait un cuisinier cachère. Alors, il faut rappeler que sur le Titanic, il y avait un cuisinier cachère, un cuisinier qui faisait de la nourriture cachère, qui s'appelait, attendez, je l'ai noté ce matin, Charles Kennel, qui était né en Afrique du Sud, et son travail, il avait travaillé sur... Il est mort. Il est mort aussi. Il travaillait dans plusieurs bateaux. Il avait travaillé juste avant dans l'Olympique. L'Olympique, c'était le grand frère du Titanic. Et donc, il faut rappeler qu'en fait, ces populations, elles avaient des repas cachers. Et je vais aller un peu plus loin dans cette histoire. Alors, il faut comprendre, le Titanic, c'était 1500 personnes. Donc, 1500 personnes, plus de 1500 personnes, puisqu'il y a 1512 personnes qui sont mortes. Donc, on peut imaginer qu'il y avait plusieurs cuisiniers. Et dans le fond, pourquoi pas ne pas faire une cuisine cachère. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand les immigrés arrivent aux États-Unis, ils arrivaient à Ellis Island, donc cette petite presqu'île qui est juste à côté de la Statue de la Liberté. Et quand ces personnes arrivaient dans cette presqu'île, pendant une certaine période, pas tout à fait entre 1881 et 1924, mais une période un peu plus réduite, les immigrés y stationnaient pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, on vérifiait s'ils avaient des personnes qui les attendaient aux États-Unis. On leur faisait passer de nombreux tests médicaux. Et une des choses qu'il y avait sur place, à partir de 1911, on a aussi une cuisine cachère à Ellis Island. Et la raison est très simple, c'est que de nombreux paquebots promettaient de la nourriture cachère à bord. Et souvent, les Juifs arrivant sur place se rendaient compte. À nouveau, on ne parle pas d'un paquebot comme le Titanic, mais de plus petits navires. Et en arrivant sur place, ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas de nourriture cachère. Comme il n'y avait pas de nourriture cachère, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils ne mangeaient pas. Et donc, pour un trajet qui, des fois, prenait jusqu'à 3 semaines, ces gens ne mangeaient presque rien ou mangeaient ce qu'ils pouvaient se permettre de manger. Ils arrivaient donc aux États-Unis pas en forme, et c'est la raison pour laquelle à Ellis Island on prenait le temps pendant 2 ou 3 semaines de les garder, de leur donner à manger, de leur donner de la nourriture cachère afin qu'ils puissent se remettre sur pied et arriver aux États-Unis. Enfin, alors j'aimerais juste vous montrer une deuxième image. C'est une image qui alors le couple a péri dans la... Alors elle n'a pas péri, Myriam n'a pas péri. Myriam en fait c'est la vieille dame de... Non, c'est pas la vieille dame, elle n'avait pas Vous avez vu trop de films dans votre vie, Daniel. Non, Myriam en fait elle a été comme les femmes et les enfants. D'abord, donc elle est montée sur un canot de sauvetage. Donc elle a été sauvée. Son mari non. Et en fait, on a retrouvé ensuite le corps de son mari. Dans le oui, c'est sur le corps de son mari qu'on a retrouvé cette montre qui est un tout petit peu endommagée, qui a perdu les aiguilles et qui a été extrêmement rouillée. C'est elle qui a récupéré cette montre. Son mari, lui, il a été enterré au cimetière, dans un cimetière juif à New York. Et elle a vécu ensuite une vie assez difficile aux États-Unis pour se remettre et réussir à se remettre sur pied, étant donné qu'elle a tout perdu dans ce voyage. Entre autres, elle a perdu son mari. Et en fait, la famille qui a vendu cette montre, ce sont les descendants de Sina et de Myriam Canter, et qui d'ailleurs n'ont pas voulu c'est-à-dire ils avaient des enfants, ils n'ont pas eu d'enfants. C'est plutôt les enfants de Myriam, elle s'est remariée, et ils n'ont pas voulu trop commenter sur la vie de Myriam. Juste ils ont souhaité mentionner le fait que elle avait vécu de nombreuses difficultés dans sa vie et qu'elle n'avait pas eu une vie facile avec cette histoire du Titanic. Et l'autre image que j'aimerais vous montrer, c'est une image qui a été nos auditeurs la voient, nous la voyons moins. C'est une image qui avait été diffusée par la HIAS. HIAS, c'est Hebrew Israelite Aid Society, donc Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society, qui était donc l'organisme qui aidait les immigrants juifs aux États-Unis. Et sur cette image, on peut voir les survivants du Titanic. On voit, ce ne sont que des femmes et des enfants. Les survivants juifs. On a eu
27 survivants juifs qui ont survécu au drame du Titanic, et sur cette image on peut en voir 10. Voilà, donc je pense que c'était un chapitre qui était une bonne occasion d'en parler et que c'était plutôt inconnu. Quand on pense au Titanic, à nouveau on pense aux Irlandais comme Jack et à Rose, mais on oublie bien qu'il y avait d'autres personnes dont des juifs, dont de nombreux juifs qui étaient sur le paquebot. Voilà, Daniel. Ah voilà, bien, nous avons le plaisir on parlait des États-Unis, l'américaine est revenue. Elle n'a pas pris le Titanic, mais elle a dû faire une certaine expérience en matière gastronomique américaine, cachère, avec des sandwichs. Il y en avait des pas mal, n'est-ce pas, Cathy ? On en reparlera à une autre occasion, mais en tout cas, merci Eliana pour cette chronique consacrée donc au Titanic et à cette montre exceptionnelle donc retrouvée sur le corps de Sinai Cantor, qui a péri dans la catastrophe et qui avait projeté de s'installer aux États-Unis. Merci Eliana. Nous marquons une pause et on se retrouve avec Daniel Guggenheim pour parler économie. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.